Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur l'échiquier international. Gaza brûle depuis 2 ans, mais personne ne voit le feu qui la ronge. Personne n'entend les cris des Razaouis ni les gémissements de leur souffrance. Depuis l'annonce par le gouvernement de Netanyahou du lancement d'une opération terrestre pour enterrer définitivement les Palestiniens gênants qui ont eu l'indécence de survivre au pire massacre que l'humanité n'ait jamais connu. Gaza brûle donc, c'est le ministre de la guerre sioniste qui l'a déclaré ce matin. Dans le plus grand mépris de l'opinion internationale, Israël fait le sale boulot au Moyen-Orient. Entre la nuit d'hier et ce matin, les Razaouis ont vécu leur pire nuit, un cauchemar, un enfer. Tout de suite, les développements. Pour en parler tout de suite avec nos invités, nous recevons Maître Dominique Cochin, avocate au barreau de Paris, présidente de l'Association pour la justice au Proche-Orient. Madame Dominique Cochin, bonsoir, merci de vous joindre à nous. Bonsoir, merci de m'accueillir. Est également avec nous Riyad Sidawi, directeur du CARAPS, le Centre arabe de recherche basé à Genève. Monsieur Riyad Sidawi, bonsoir, merci de vous joindre à nous également. Bonsoir, merci à vous également. Merci. Je commence avec vous, Riyad Sidawi. L'armée sioniste a annoncé ce matin le lancement avant l'aube de justement son offensive terrestre majeure dans la ville de Gaza, juste après le départ bien sûr de territoire de l'entité sioniste du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Que faut-il en penser? Mais qu'est-ce qu'il reste de Gaza? Plus que 90% de Gaza a été détruit par l'entité sioniste. On parle de plus que 1000 mosquées, des églises chrétiennes, catholiques et orthodoxes. Une église qui date de plus que 1000 ans a été rasée de la carte de Gaza. Les universités, les écoles, rien. Aujourd'hui, Gaza n'existe plus. En fait, et l'entité sioniste, face à l'impuissance de la communauté internationale, face à l'impuissance de la Ligue arabe, puisque la Ligue arabe et la charte de la Ligue arabe, il y a un article qui stipule la défense collective contre une agression extérieure. Tout État arabe est obligé et doit être engagé afin de lutter militairement, afin de protéger un pays arabe agressé. Mais rien que des condamnations. On a vu ce qui s'est passé à Doha, condamnation, d'accord, avec des expressions très sévères, très critiques vis-à-vis de l'entité sioniste, mais pas plus. Moi, je pense Netanyahou et Smotrich et Ben Gvir ne connaissent que la langue de la force, la lutte armée. Jamal Abdel Nasser, le président égyptien, à l'issue de la défaite de 5 juin 1967, a une déclaration historique. Il a dit ce qui a été pris par la force ne peut pas être récupéré que par la force. Et l'histoire l'a bien montré. L'entité sioniste bafoue le droit international. Benjamin Netanyahou est jugé en tant que criminel de guerre par la Cour pénale internationale. Mais rien n'est appliqué sur le terrain. Tout reste sur le papier. Pourquoi? Parce qu'il y a la protection aveugle, inconditionnelle de la Maison-Blanche, et notamment de Donald Trump, à cette entité sioniste. Donc, face à l'impuissance de la communauté internationale, du monde arabe, du monde musulman, du tiers-monde, de tout le monde, on condamne, mais face à la condamnation, il y a des massacres, il y a une guerre atroce, sanguinaire, contre une population civile. Aujourd'hui, Gaza n'existe plus en tant que ville. Gaza était une très belle ville. Aujourd'hui, il n'existe pas. Regardons les images et on va comprendre ce qu'a fait l'armée sioniste à Gaza. Très bien, M. Sidawi. On va revenir vers vous justement pour développer cette même idée. Devant cette impuissance, Gaza est en train carrément de mourir et de peut-être disparaître. Maître Dominique Cochin, vous avez
en tous les cas, prévu de faire un rassemblement pour un petit peu dénoncer ce redoublement de férocité sur Gaza, la force donc qui s'intensifie. D'ailleurs, ce matin, il y a eu une vague de bombardements très tôt ce matin, pour ne pas dire entre la nuit d'hier et ce matin, donc de bombardements nocturnes contre l'enclave de Gaza. L'armée sioniste dit que son opération, justement, est pour démanteler l'infrastructure du Hamas. On a l'impression qu'il faut détruire toute Gaza pour finalement détruire Hamas et que le prétexte, il est comme, si vous voulez, comme un truc passe-partout. Alors on détruit tout Gaza pour retrouver Hamas. On tue pour retrouver Hamas. Finalement, on est en train de tuer tout le monde. Il n'y a pas de Exactement. Hamas. En fait, vous avez employé le mot juste, à savoir le prétexte. Parce que effectivement, le Hamas aujourd'hui, c'est devenu plus un épouvantail qu'une réalité. L'objectif, c'est bien, à tout le moins, un nettoyage ethnique et plus probablement un génocide. Et pour justifier la poursuite de l'agression israélienne sur Gaza, pour justifier le déplacement de toute la population de Gazaville et la destruction des quelques immeubles qui étaient encore debout, eh bien, on agite l'épouvantail du Hamas en disant, eh bien, voilà, on veut détruire le Hamas. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle des familles d'otages ont immédiatement été manifestées devant le domicile du Premier ministre parce qu'ils ont bien conscience que le but poursuivi par Netanyahou dès le début n'est absolument pas de sauver des otages. D'ailleurs, lorsqu'ils indiquent qu'il y a tant de morts, tant de survivants parmi les otages, manifestement, ils ne savent pas où sont ces otages, ou alors s'ils le savent, c'est encore plus cynique, puisque pourquoi tout détruire plutôt que d'aller les chercher là où ils sont? Et s'ils ne savent pas, comment peuvent-ils dénombrer les otages qui sont en vie et ceux qui sont morts? Donc en réalité, tout ça, c'est de l'intox pour poursuivre le massacre, hein, appelons un chat un chat, et on n'est que dans le prétexte. Et je voudrais rebondir quand même sur ce que j'ai entendu. De mon point de vue, il n'y a pas d'impuissance de la communauté internationale. Je ne suis pas d'accord pour dire qu'au motif qu'Israël aurait le soutien américain, ça s'est vu encore avec la visite du fanatique Marc Rubio oui. dernier, ce n'est pas parce qu'ils ont le soutien américain que les autres États du monde doivent rester immobiles, inactifs et se contenter de vagues condamnations. On voit que des États moins importants que la France ou que la Grande-Bretagne, comme l'Irlande, comme l'Espagne, comme la Hollande, à moindre mesure, prennent des initiatives pour cesser de vendre des armes, pour ne pas accueillir sur leur territoire des criminels, pour suspendre certains accords. Il est question de suspendre la vente de produits issus des colonies, ce qui serait normal dans toute l'Europe parce que les produits issus des colonies sont des produits issus du crime de colonisation. Et donc, si ces États-là peuvent le faire, d'autres États peuvent le faire. Et je dois dire l'arme économique. Les États arabes qui ont issu un communiqué après s'être réunis suite au bombardement sur Doha pour dire qu'ils appellent tous les États à prendre toutes les mesures possibles pour empêcher Israël de poursuivre ses actions contre la population palestinienne. Je trouve ça un peu fort du café, ce genre de communiqué, parce que dans ce communiqué-là, il n'est pas mentionné une seule action qui serait prise par un seul de ces États arabes. Donc, je trouve qu'on est en présence non pas d'une impossibilité d'agir, mais d'une volonté de ne pas agir. C'est vrai que, bon, quand on parlait d'impuissance, c'est parce que tout simplement, jusque-là, ça fait 2 ans quand même que Gaza est bombardée, affamée, et que, en dépit des dénonciations, si vous voulez, des condamnations, l'action vient à manquer, et à manquer terriblement.
C'est peut-être aussi ça. Même si l'action économique, par exemple les boycotts et les interdictions, par exemple l'Espagne qui a pris quand même une décision courageuse d'interdire ou de suspendre carrément donc la vente d'armes en direction d'Israël. C'est ce genre d'action qui devrait être fait, mais qu'on ne voit pas, par exemple, chez certaines puissances, en l'occurrence donc les États-Unis, qui aurait peut-être un rôle majeur si réellement ce pays se bougeait vis-à-vis de Gaza. Riyad Sidawi, les familles de déplacés qui sont déjà déplacées donc dans le nord quittent Gaza City, parce que c'est de ça qu'il s'agit, et finalement cette opération terrestre est en train de viser Gaza depuis ce matin. Le peu de Gazaouis qui sont déjà réfugiés et déplacés sont sommés de quitter ce territoire, même s'ils le refusent. De toute façon, ils ne pourront pas tenir longtemps devant ces ceintures de feu qui s'abattent sur leur tente. Finalement, ils vont vers Gaza Sud. Gaza Sud où il y a une grande famine qui frappe. On assiste à une véritable épuration ethnique dans toute sa forme, je veux dire, ça y est, on ne peut plus s'en cacher. Absolument, oui, c'est pour cela qu'on parle du génocide. Et je parle et j'insiste sur l'impuissance de la communauté internationale. Qu'est-ce que ça veut dire l'impuissance? Ça veut dire, jusqu'à maintenant, plus que 2 ans d'une agression sioniste contre le peuple palestinien, on n'arrive pas à stopper Israël. On n'arrive pas à stopper Israël par la force. Rappelons-le, il y a eu une résolution au sein du Conseil de sécurité qui oblige l'entité sioniste à arrêter cette guerre. Les États-Unis d'Amérique, pour la première fois, sont abstenus, donc n'ont pas voté. Donc, la résolution a passé. Ce qui se passe en principe, et selon le chapitre 7 de la charte de l'ONU, il faut avoir une force militaire internationale, doit intervenir pour appliquer cette résolution. Ce que c'est fait avec l'Irak de Saddam Hussein en 1991, ce que c'est fait avec la résolution 1973 en 2011 contre Kadhafi en Libye, alors que cette résolution ne parle pas de changement de régime, mais juste une zone d'exclusion aérienne et une vague phrase, la protection des civils libyens. Or, il y a une résolution, mais pourquoi cette résolution n'a pas été appliquée via le chapitre 7 de la charte de l'ONU? Parce qu'il y a une protection américaine, il y a la politique occidentale de 2 poids, 2 mesures, hein, quand on parle de l'invasion russe ou de la guerre russe en Ukraine. Là, toute l'Europe et l'Occident est mobilisé. D'ailleurs, le chef du gouvernement espagnol l'a bien expliqué aujourd'hui. J'ai vu une déclaration très, très courageuse. Mais malheureusement, je reviens, l'entité sioniste ne comprend que le langage de la force. Il faut une force internationale, militaire, qui arrête l'entité sioniste. Bon, pour le sommet de Doha, évidemment, il n'y a que des condamnations. Peut-être la seule chose qui a attiré mon attention, c'est une phrase du président égyptien Abdel Fattah Sisi qui utilise pour la première fois le concept, l'expression de l'ennemi israélien. L'ennemi israélien. Parce que nous savons bien, après la guerre d'octobre 1973, l'Égypte a conclu les accords de Camp David et depuis, il y a eu la normalisation avec Israël. Donc, il est devenu un pays ami. Mais pour la première fois, un président égyptien parle de l'ennemi sioniste, l'ennemi. Donc, peut-être il y a un changement en Égypte, parce que l'Égypte aussi, c'est la première armée arabe, la plus puissante armée arabe. Gaza, d'ailleurs, a été dirigée par l'administration égyptienne jusqu'à 1967. Donc, peut-être il y a une intervention, pas une intervention militaire, je pense, mais quelque chose qui arrête l'entité sioniste. C'est pour cela que je parle de l'impuissance totale de la communauté internationale. Si vraiment cette communauté internationale est puissante, forte, doit arrêter tout de suite l'entité sioniste et surtout appliquer la résolution de la Conseil de sécurité via le chapitre 7 de la charte de l'ONU. Oui. D'ailleurs, Gaza brûle, ce sont les mots du ministre de la guerre et non pas de la défense israélien, Israël Katz, qui dit que Gaza brûle. Il le dit sans en éprouver la moindre pudeur.
C'est-à-dire que on en est arrivé à un stade où les cruautés sont dites de manière très explicite, sans que l'on craigne en retour, si vous voulez, ou le retour de manivelle. Alors que pendant des années, le simple fait de dénoncer l'antité-sioniste était considéré comme antisémite et on était même passible de poursuites jusqu'au jour d'aujourd'hui. Par contre, lorsqu'on dit que Gaza brûle, eh ben, ça paraît normal, Dominique Cochin. Tout à fait. Là, on est confronté en plein par l'arrogance du gouvernement israélien. Cette arrogance, on la retrouve dans cette phrase « Gaza brûle » et puis en final, c'est la fête. Mais on l'a aussi vu dans les propos de Netanyahou qui a dit « bah non, en fait, il a été rendre visite à une colonie ». Donc, une colonie, c'est illégal hein, par définition, au regard du droit international. Et dans cette colonie, il a été déclaré qu'il n'y aura jamais d'État palestinien. C'est-à-dire que ce qu'ils ont toujours, ce qui a toujours été l'objectif, c'est qu'il n'y ait jamais d'État palestinien. Ben là, maintenant, ils ont l'arrogance de le dire de manière ostensible, puisque de toute manière, personne ne les bloque sur quoi que ce soit. Et quand je dis personne ne les bloque, vraiment, j'insiste, moi, je rejette ce mot d'impuissance parce que c'est de la complicité. Oui. Notre association a fait une communication à la CPI visant la complicité du gouvernement français, mais je crois que des communications similaires ou des poursuites contre les gouverneurs de tous les États devraient être engagées parce que tous les États sont complices. En réalité, même sans... C'est-à-dire que c'est pire, hein, finalement. Il y a dans la Charte des Nations Unies, dans le droit coutumier, la responsabilité de protéger, et cette responsabilité de protéger qui a déjà été mise en œuvre, qui permet de contourner le veto, aurait dû être depuis longtemps mise en œuvre en ce qui concerne la population gazaoui. Ben, c'est pire. Finalement, j'aurais préféré qu'on dise impuissance, parce que impuissance, ça veut dire qu'on est de tout cœur, mais on ne peut pas faire grand-chose, que de complicité. C'est-à-dire que finalement, comme je le disais au départ de cette émission, il y a, si vous voulez, un sale boulot qui est fait par l'antité-sioniste et qui est donc, si vous voulez, avec la bénédiction d'une communauté qui est complice. Je me tourne vers vous, Riyad Sidaoui. Alors, Marc Rubio, avant de quitter donc l'antité-sioniste où il se trouvait, avait fait des déclarations qui donc se résument à ceci. Il faut absolument que Hamas trouve rapidement une solution. C'est bien Hamas qui était réuni à Qatar pour justement trouver une solution. On était à deux doigts d'aller vers un compromis qui permettrait, le cas échéant, donc la signature d'un cessez-le-feu permanent. On sait très bien ce qui s'est passé par la suite, donc il y a eu sabotage, bombardement, donc finalement, on veut absolument maintenir un statu quo. Il faut arrêter, à un moment donné, de toujours faire porter, si vous voulez, la capuche à Hamas. Oui, évidemment. Assassiné ou tentative d'assassinat et raid aérien, violation du territoire souverain qui est le Qatar, encore c'est un crime. Assassiner les négociateurs qui vont négocier avec l'entité sioniste, mais on va les assassiner, ça montre bien le tableau est devenu surréaliste. Je veux dire, c'est pour cela que j'ai dit il y a une impuissance mondiale de la communauté internationale. Et surtout aussi, il y a une hypocrisie totale, là, et la politique de deux poids, deux mesures. Comparons, par exemple, et rapidement, tout ce qui s'est passé contre la Russie et Israël. La Russie qui a déclenché l'opération spéciale en Ukraine, on a vu comment l'Union européenne a réagi, les États-Unis d'Amérique, l'Occident en général, mais à Gaza, je parle officiellement, les gouvernements. Et non, il n'y a pas une action sérieuse. Je souligne, il n'y a pas une action sérieuse qui pourrait vraiment stopper l'agression israélienne contre la population palestinienne. Et d'ailleurs, on parle toujours de Hamas, mais on oublie que la résistance palestinienne à Gaza est multiple. Il y a le djihad islamique, il y a les brigades d'Abu Ali Mustafa,
qui sont le bras armé du Front populaire de la libération de Palestine. C'est un mouvement de gauche fondé par Georges Habash et en majorité des militants palestiniens chrétiens. Des militants palestiniens chrétiens qui luttent afin de libérer leur territoire, qui luttent afin de protéger leur population, oui. Mais on ne parle pas, surtout les médias occidentaux, non. Si on parle d'une gauche laïque et qui lutte contre Israël et aussi des Palestiniens chrétiens, il faut camoufler cette information. On va fustiger le Hamas. Au début, il y a une comparaison entre Hamas et Daesh, ça n'a pas marché, mais toujours, on ne parle que de Hamas, on ne parle pas des restes des Palestiniens qui résistent. Et à leur tête, le Front populaire de la libération de Palestine, comme je dis, c'est un mouvement de gauche, laïque et avec des militants chrétiens palestiniens. Il y a des déclarations quand même de Francisca Albanese, cette experte des droits des Palestiniens aux Nations Unies, rapporteuse de l'ONU, qui, donc je cite ce qu'elle vient de dire, « Israël procède à des bombardements à l'aide d'armes non conventionnelles. Le pays tente d'évacuer de force les Palestiniens. Pourquoi? Parce que c'est la dernière partie de Gaza qui devra être rendue invivable avant de poursuivre le nettoyage ethnique. » Donc finalement, Dominique Cochin, Francisca Albanese ne va pas avec le dos de la cuillère parce que ce sont des propos qui sont très francs et qu'il faut donc... c'est ça la vérité finalement. C'est ça, c'est carrément vider le territoire de Gaza et le rendre invivable, d'autant plus que Dieu sait le nombre d'armes non conventionnelles qui ont été utilisées sans qu'il y ait le moindre contrôle là-dessus. Alors, Francisca Albanese a parlé d'un possible génocide. Pour moi, ce n'est pas un possible génocide, c'est un génocide, au-delà de plus qu'un nettoyage ethnique. Le nettoyage ethnique, ça va être le déplacement forcé des populations, mais pas avec une vision de destruction de la vie. Il faut garder à l'esprit la définition, en tous les cas dans le code pénal français du génocide, il y a plusieurs critères et il n'est pas nécessaire que l'ensemble de ces critères soient réunis et alors évidemment tuer massivement les individus, mais également rendre les conditions de vie impossibles. Et s'il y a un lieu sur cette planète où tout est fait pour rendre les conditions de vie impossibles, c'est Gaza. Et moi-même, ce à quoi je pense, c'est à l'hiver qui arrive, à la pluie, au froid et aux épidémies, à l'eau dans les tentes et des enfants, puisqu'il faut garder à l'esprit que Gaza, c'est une population où la majorité de la population est mineure, hein, sont un très très gros pourcentage d'enfants, il n'y a qu'à voir vos images, et bien des enfants qui vont vivre maintenant dans des tentes, dans l'eau, et pour lesquels il n'y a plus aucune structure où s'abriter, où on ne peut pas cultiver, où il n'y a pas de nourriture, et on vient de dire non, nous ne rendons pas les conditions de vie impossibles. Non, ça n'est pas un génocide, parce qu'il n'y a pas suffisamment de morts. Il faut garder aussi à l'esprit que le nombre de morts n'est pas un critère légal pour ce qui est du génocide et qu'il y a déjà bien assez de morts à Gaza, bien assez d'amputés, bien assez de vies définitivement brisées, d'enfants qui n'ont plus de bras, plus de mains, plus de jambes, qui, en ayant souffert de la faim, auront des séquelles à vie, parce que la faim ne crée pas que des séquelles corporelles, mais également morales, intellectuelles. Et sur le développement cérébral, hein, notamment. Et donc, oui, on est en train de créer une population affamée, handicapés, qui vont vivre sous des tentes de fortune. Et on vient nous dire non, ce n'est pas un génocide. Mais alors, qu'est-ce que c'est? La réalité, elle est là. Et la responsabilité de tous les États, elle est là. Et la possibilité d'agir, ne serait-ce que par le biais de sanctions économiques, l'Europe est le premier partenaire économique d'Israël. Donc l'Europe a les cartes en main pour agir
et ne le fait pas. Et donc l'Europe a une responsabilité première. Je ne parle pas des pays arabes qui continuent à commercer avec Israël et à vendre leur pétrole à qui en veut. Très bien. Très bien, Dominique. Je pense que vous avez, justement, avant de clore l'émission, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, il y a un rassemblement, je tiens à le dire, demain, où vous organisez un rassemblement contre, justement, ce redoublement de férocité par l'entité sioniste à Gaza. Riyad Sidaoui, le dernier mot, qui sauvera Gaza? Tout d'abord, le peuple palestinien. Moi, je pense toujours aux 65 000 policiers palestiniens, la Cisjordanie, bien entraînés, armés, puisque Israël ne comprend que la langue de la force. Je parle aussi à la Cisjordanie, doit être totalement solidaire avec Gaza, la Ligue arabe aussi, l'humanité. Quand je vois la position du président de Colombie, c'est une position extraordinaire, très avancée par rapport à d'autres pays arabes qui ont normalisé avec l'entité sioniste et qui n'ont pas même retiré leur ambassadeur afin d'avoir une consultation. C'est aujourd'hui surtout tous ces militants en Europe, en Amérique, aux universités. Merci beaucoup, monsieur Riyad Sidaoui. À la cause palestinienne. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci d'être bref. Je rappelle que était avec nous Riyad Sidaoui, directeur du Centre arabe de recherche, le CARAPS, basé à Genève. Dominique Cochin, avocate au barreau de Paris. Merci donc de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.